Rome, année 238 après Jésus-Christ. Le monde connu brûle dans des rébellions, les frontières tremblent sous les attaques des barbares, et le Sénat s'accroche désespérément à un empire qui semble s'effondrer. Au milieu de ce chaos, un garçon de seulement 13 ans est couronné l'homme le plus puissant de la planète, empereur de Rome. Son nom était Marcus Antonius Gordian, et son destin semblait écrit en or et en laurier. Mais derrière la couronne, derrière les hymnes et l'encens, se cachait une vérité si sombre, si perturbante, que les historiens officiels ont préféré la taire pendant des siècles. Une vérité qui révèle jusqu'où le pouvoir peut corrompre et comment l'innocence d'un enfant a été sacrifiée sur l'autel de l'ambition. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Gordien III, l'empereur enfant de Rome. L'histoire d'un héritier devenu marionnette, d'un neveu manipulé par son propre oncle et d'un empire qui célébrait publiquement ce qui, en privé, était une tragédie inimaginable. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir ne changera pas seulement votre vision de Rome, mais aussi votre compréhension du véritable coût du pouvoir. Pour comprendre pourquoi un enfant a été élevé sur le trône le plus puissant du monde, il faut d'abord observer l'état de l'Empire romain en l'an 238. Jamais, depuis l'époque de Jules César et Auguste, Rome n'avait été aussi proche de l'effondrement. Les provinces brûlaient. En Afrique, des rébellions paysannes avaient submergé les gouverneurs. Aux frontières du Rhin et du Danube, les tribus germaniques harcelaient avec une violence implacable, pillant des villas et poussant les légions à leurs limites. À l'est, l'empire perse sassanide se renforçait et menaçait les possessions romaines en Mésopotamie et en Syrie. Et au cœur même de Rome, le Sénat était devenu un nid de trahison. C'était l'année dite des 6 empereurs, une période où le pouvoir changeait de main comme une pièce maudite. Entre assassinats politiques, proclamations improvisées et trahisons militaires, la stabilité semblait un souvenir lointain. Le peuple ne savait plus à qui obéir ni en qui avoir confiance. Dans ce climat de chaos absolu, la figure des Gordiani, une famille noble et prestigieuse, s'est élevée comme un espoir. Le grand-père, Gordien I, et son fils, Gordien II, furent proclamés empereurs par les provinces africaines. Mais leur règne fut bref et sanglant, tous deux moururent brutalement lors d'une révolte. La nouvelle parvint à Rome comme un coup dévastateur. Il ne restait qu'un seul héritier de la dynastie, un garçon de 13 ans. Le Sénat, désespéré et à court d'options, décida de tout miser sur lui. Marcus Antonius Gordian, qui jusqu'alors avait vécu parmi le luxe et les maîtres, fut placé au centre d'un empire en ruine. Et avec lui commença l'une des histoires les plus sombres jamais racontées de Rome. Avant de devenir empereur, Gordien III avait grandi entouré d'un monde complètement différent du chaos des frontières. Son enfance se déroula dans la luxueuse Villa Gordiana, une résidence dominant les collines proches du Tibre. Là, parmi des jardins suspendus inspirés de Babylone, des fontaines cristallines et des statues en marbre des dieux olympiens, le garçon vécut ses premières années comme s'il faisait partie d'un paradis terrestre. Dès son plus jeune âge, il fut reconnu comme un prodige. À 5 ans, il récitait déjà des passages entiers de l'Énéide de Virgile. À 8 ans, il maîtrisait le grec classique et pouvait discuter de philosophie avec des érudits adultes. À 10 ans, il avait mémorisé les discours de Cicéron et connaissait par cœur les métamorphoses d'Ovide. Son éducation était la plus raffinée de l'Empire, rhétorique, droit, histoire, philosophie stoïcienne et même arts martiaux sous la tutelle de gladiateurs retraités qui l'entraînaient à l'escrime. Son apparence était aussi impressionnante que son intellect. Il avait des boucles dorées qui brillaient comme des fils d'or sous le soleil méditerranéen, une peau si claire et lisse qu'elle semblait du marbre, et de grands yeux expressifs qui semblaient refléter une intelligence précoce. Sa beauté, cependant, était ambiguë, ses traits délicats, presque androgynes, suscitaient autant l'admiration que des désirs interdits. Dans les couloirs de marbre, hommes et femmes s'arrêtaient pour l'observer. Il incarnait l'idéal romain, noblesse, beauté et intelligence en une seule personne. Gordien semblait destiné à la grandeur. Ses tuteurs le considéraient comme un joyau rare, le futur orateur le plus brillant de Rome, peut-être même un souverain éclairé. Mais tandis que son éducation et son aura angélique l'élevaient aux yeux de l'élite, dans l'ombre du palais, d'autres yeux l'observaient avec des intentions beaucoup plus sombres. Si Gordien représentait la pureté, l'intelligence et la promesse de Rome, son oncle, Gaius Julius Verus Maximinus, en était tout le contraire. Un homme forgé dans la violence, qui avait gravi les échelons en politique et dans l'armée non pas grâce à sa vertu, mais par la trahison, la peur et le meurtre. Maximinus était corpulent, grand, avec des cicatrices traversant son visage comme les traces d'un passé sanglant. Là où Gordien brillait par son innocence, Maximinus dégageait l'obscurité. Son regard était froid, calculateur, transformant tout sourire en menace voilée.
Il était connu dans les couloirs du Sénat pour sa capacité à éliminer silencieusement ses rivaux, laissant derrière lui des cadavres politiques et des ennemis disparus. Lorsqu'il vit son jeune neveu, Maximinus ne vit pas un enfant à protéger. Il vit un outil parfait. Une pièce malléable, fragile et brillante à la fois, pouvant être façonnée selon ses ambitions. Et surtout, un enfant qui, à cause de son jeune âge, n'aurait pas le pouvoir de le contester, du moins pas immédiatement. Il commença alors à visiter la Villa Gordiana sous des prétextes de plus en plus fréquents, inspections de sécurité, consultations éducatives, conseils familiaux. Mais ces visites se prolongeaient jusque tard dans la nuit et se terminaient toujours dans les appartements de l'enfant. Ce qui devait initialement être de supposées leçons de pouvoir, devint rapidement le premier signe d'une tragédie impossible à arrêter. Le pouvoir ne s'hérite pas comme n'importe quel héritage, murmurait Maximien à son oreille, la voix chargée de venin. Il se prend avec ruse, se maintient par le sang, et se consolide par la soumission absolue. Et toi, mon neveu, tu apprendras à être soumis bien avant d'apprendre à commander. Ces paroles, prononcées dans des pièces à peine éclairées par une lampe à huile, marquèrent le début du cauchemar. Un cauchemar qui accompagnerait Gordien jusqu'à ses derniers jours et qui déterminerait non seulement son destin, mais aussi celui de l'ensemble de l'Empire romain. L'année 238 après Jésus-Christ fut rappelée à Rome comme l'année des 6 empereurs. L'Empire ressemblait à un échiquier ensanglanté, rébellion en Afrique, conspiration au Sénat, généraux levant leurs légions pour réclamer le pouvoir. Au milieu de ce tourbillon, la famille gordienne fut également frappée par la tragédie. Le grand-père de Gordien III, Gordien Ier, et son oncle, Gordien II, furent proclamés empereurs en Afrique par les élites locales cherchant à unifier l'Empire. Mais leur règne ne dura que quelques semaines, tous deux moururent de manière brutale après une révolte à Carthage. Leurs cadavres mutilés sur les marches du temple de Jupiter envoyèrent un message clair à Rome, même les familles les plus nobles pouvaient être anéanties par la violence. Le Sénat entra en panique. Qui restait comme héritier légitime? Qui pouvait assurer la continuité d'une dynastie encore prestigieuse aux yeux du peuple? La réponse était à la fois terrifiante et fragile, un garçon de 13 ans. Marcus Antonius Gordien, petit-fils de l'empereur déchu, était le dernier recours d'une Rome désespérée. Le jour de son couronnement, des milliers de personnes se rassemblèrent sur le forum romain. Le temple de Jupiter brillait de torchers et d'étendards, tandis que des prêtres sacrifiaient des taureaux en quête de signes divins. Les trompettes de bronze retentissaient, et la fumée de l'encens s'élevait comme pour purifier la corruption de l'Empire. Et là se tenait le jeune garçon, vêtu de pourpre impérial, tremblant sous une couronne qui semblait trop lourde pour sa tête encore enfantine. Les citoyens criaient son nom avec ferveur, Gordien Auguste. Gordien Auguste. Mais derrière le spectacle, tous connaissaient la vérité, le nouvel empereur ne gouvernerait pas seul. L'ombre de Maximien, toujours 3 pas devant, avait déjà tissé son plan. Cet enfant ne serait pas un empereur libre, il serait une marionnette. Et cette même nuit, après les applaudissements et les hymnes, la tragédie privée commença à se dérouler dans les appartements impériaux. Le couronnement de Gordien III avait été présenté comme un triomphe de la tradition et de la continuité dynastique. Mais en réalité, ce qui suivit fut l'instauration d'un régime de contrôle absolu dirigé par Maximien. Dès la première nuit après la cérémonie, l'oncle du jeune empereur veilla à ce qu'aucun doute ne subsiste sur qui détenait le véritable pouvoir à Rome. Le palais fut réorganisé comme une forteresse. Les serviteurs furent remplacés par des hommes loyaux uniquement à Maximien. Chaque couloir était surveillé par des gardes prétoriens corrompus ou menacés, et les portes des appartements de l'empereur étaient verrouillées de l'extérieur. Personne ne pouvait voir l'enfant sans autorisation expresse. Rome célébrait son nouveau Auguste, mais l'enfant était isolé dans une prison de luxe. Les bulletins officiels parlaient d'un empereur prodige, instruit et serein. Mais à l'intérieur des murs du palais, Gordien vivait sous un régime de manipulation psychologique et de soumission forcée. Chaque matin, Maximien lui répétait « Chaque décret que tu signes, chaque mot que tu prononces, n'est pas à toi, il est à moi. Ton pouvoir dépend de ma volonté, et ta vie aussi. » Le plan de Maximien était cruel et méticuleux. Le jour, Gordien devait apparaître lors des cérémonies publiques comme le jeune empereur plein de promesses, répétant des discours rédigés par son oncle et incarnant un symbole d'espoir pour un empire en crise. Mais dans l'intimité de la nuit, il devenait prisonnier de son propre trône, obligé de subir des humiliations qui le marquaient tant physiquement que mentalement. Les sénateurs commencèrent à remarquer des signes inquiétants. Le garçon autrefois décrit comme brillant et curieux semblait désormais de plus en plus éteint, fragile. Son regard était devenu distant, et sa voix,
autrefois clair et ferme, tremblait lors des audiences publiques. Pourtant, personne n'osait remettre quoi que ce soit en question. Maximien contrôlait les rapports officiels, les apparitions publiques et même les rumeurs circulant dans les rues. Toute Rome acclama un empereur enfant, tandis qu'en privé, ce même empereur était transformé en la marionnette la plus tragique de l'histoire de l'Empire. Le jour, Gordien III était l'empereur de Rome. Il apparaissait dans des processions solennelles, entouré de sénateurs, prêtres et généraux, vêtus de pourpre impériale. Il levait la main avec dignité, prononçait des discours impeccables préparés par Maximien et signait des décrets qu'il n'avait pas rédigés. Aux yeux du peuple, il incarnait la continuité, jeune, noble et béni par les dieux. Mais cette image n'était qu'un masque. Derrière les murs du palais, la nuit, tout changeait. Gordien n'était pas un empereur, mais un prisonnier sans voix. Le prodige enfantin qui récitait Virgile pouvait à peine soutenir le regard maintenant. Les ordres de Maximien dictaient chaque aspect de sa vie, des mots qu'il devait utiliser en public à la manière dont il devait se comporter en privé. Il n'y avait aucune place pour la spontanéité ni la liberté. Le contraste était brutal. Le jour, il devait projeter la gravita romaine, serein, fort, maître de lui-même. Mais dans l'intimité, la réalité était celle d'un garçon brisé, réduit à obéir même dans les aspects les plus intimes de sa vie. Rome le vénérait comme Auguste, mais il se sentait moins qu'un esclave. Les sénateurs les plus anciens, hommes ayant vu défiler les empereurs pendant des décennies, commencèrent à percevoir des signes alarmants. Gordien semblait trop parfait dans ses gestes, comme si tout était répété. Ses sourires étaient parfaits, mais vides. Ses discours convaincants, mais dépourvus d'âme. Il était évident que quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre, et tous savaient qui, Maximien. Ainsi, la vie du plus jeune empereur de Rome devint une pièce de théâtre constante. Une démonstration publique de grandeur qui cachait, en privé, une tragédie humaine indescriptible. Le garçon qui avait été formé pour briller en tant qu'orateur et leader, survivait désormais comme un acteur forcé sur la scène la plus dangereuse du monde. À l'âge de 15 ans, quelque chose commença à changer chez Gordien. Après 3 ans passés sous l'ombre de Maximin, le garçon façonné pour la soumission commença à s'éveiller. Paradoxalement, les souffrances constantes avaient trempé son esprit comme le feu trempe l'acier. Sa fragilité extérieure cachait une résistance intérieure que même son oncle n'avait pas prévue. Les humiliations ne l'avaient pas détruit, elles l'avaient rendu calculateur. Le jour, il continuait de jouer le rôle parfait, obéissant, souriant, docile. Mais dans l'ombre de la nuit, lorsque Maximin s'endormait après le vin et l'orgueil, Gordien restait éveillé, regardant le plafond de marbre, planifiant en silence. Il commença par les gestes les plus subtils, des questions apparemment innocentes lors de ses « leçons » matinales de politique. Des questions qui semblaient enfantines mais étaient en réalité des tests. Il observait attentivement les réactions des sénateurs au Sénat, mémorisait les gestes des généraux lors des audiences, analysait les faiblesses de chacun. Son esprit était comme une archive secrète, chaque détail était enregistré avec précision. En secret, il volait de petits morceaux de parchemin et fabriquait de l'encre improvisée avec du charbon broyé. Il y écrivait ce qu'il voyait, ce qu'il subissait et ce qu'il projetait. Il documentait, avec date, nom et lieu, les abus et humiliations, sachant qu'un jour ces notes seraient son arme la plus puissante. Il cachait les parchemins dans un endroit soigneusement choisi, une cavité derrière une statue de Vénus. La déesse de l'amour, protégeant les preuves du crime le plus atroce. Gordien avait appris la leçon la plus importante de la politique romaine, la patience. Il savait qu'il n'aurait pas de seconde chance. Le coup devait être parfait, sans marge d'erreur. Ainsi, dans le silence des nuits du palais, le jeune empereur commença à se transformer en quelque chose que Maximin ne soupçonnait pas, un stratège. Dans les couloirs silencieux du palais impérial, où la plupart des serviteurs faisaient semblant d'être aveugles et sourds pour survivre, surgit une alliée inattendue, Flavia. Une esclave grecque envoyée à Rome comme tribu depuis Athènes, qui, contrairement aux autres, possédait à la fois intelligence et courage. Flavia avait été témoin des horreurs nocturnes dès le début. Elle nettoyait les chambres impériales après les visites de Maximin, ramassait les draps tachés, appliquait discrètement des onguents sur les blessures de Gordien. Elle avait trop vu pour l'ignorer, mais elle avait aussi compris une chose essentielle, ce garçon n'était pas seulement une victime, il était le légitime empereur de Rome. Et il méritait justice. Éduquée à Athènes, Flavia savait lire, écrire et même dessiner, des qualités rares pour une esclave domestique. Tout en nettoyant en silence, elle commença à mémoriser les détails, dates, marques, comportements. Mais elle ne se contenta pas de se souvenir.
Elle utilisa ses compétences artistiques pour créer des archives graphiques de ce qu'elle voyait, des dessins précis des blessures, des marques physiques, de la transformation forcée du jeune empereur. Chaque trait était un acte de résistance, chaque parchemin cachait une future arme contre Maximin. Le lien avec Gordien naquit dans la discrétion. Au début, ce fut un échange de regards chargés de sens, puis de petits chuchotements en grec classique, une langue que Maximin ne maîtrisait pas, et enfin, des conversations complètes où ils planifièrent ce que personne n'aurait pu imaginer possible, la chute du véritable pouvoir derrière le trône. Égaste, murmura-t-elle une nuit en soignant ses blessures, il y a des sénateurs qui soupçonnent, qui pressentent que quelque chose de terrible se passe ici. Si nous avions des preuves irréfutables, ils agiraient. Rome ne supporterait pas de voir son Auguste devenir une victime. Ainsi, la graine de la conspiration prit forme. Flavia et Gordien devinrent des complices silencieux, travaillant avec patience et précision. Elle documentait. Il agissait comme si tout était sous contrôle. Le masque public de soumission était désormais un déguisement stratégique, derrière lequel grandissait la force de la vengeance. L'alliance entre Gordien et Flavia donna naissance à un plan qui n'était pas improvisé, mais calculé avec la patience des meilleurs stratèges de Rome. Il ne pouvait pas attaquer Maximin directement, l'oncle contrôlait la garde prétorienne, les rapports officiels et même l'accès à l'empereur. La seule arme restante était la vérité, mais une vérité si puissante, si irréfutable, que même le Sénat ne pourrait l'ignorer. Chaque nuit, Flavia cachait dans de petits coffres en bois les parchemins avec les dessins anatomiques des blessures, les dates exactes des abus et les noms des médecins complices. Gordien, de son côté, écrivait de sa main tremblante mais ferme des témoignages détaillant ce qu'il avait vécu, non pas avec le ton d'une victime, mais avec la précision d'un juriste romain. C'était un archive de douleur transformé en poudre politique. La clé était de choisir le bon moment. S'il révélait la preuve trop tôt, Maximin pourrait les écraser sans conséquence. S'ils attendaient trop, le jeune empereur risquait de perdre définitivement la volonté de résister. Ils avaient besoin d'une occasion publique, solennelle, où les yeux des sénateurs les plus influents seraient témoins, et où le poids de la dignité impériale serait en jeu. L'occasion se présenta en 241 après Jésus-Christ, lors des Ides de mars. Confiant en son contrôle total, Maximin organisa un somptueux banquet au palais pour célébrer les 3 années glorieuses de Gordien sur le trône. Ce festin, avec les sénateurs les plus puissants de Rome présents, serait le cadre parfait pour révéler la vérité. Le risque était immense, s'ils échouaient, la vengeance se terminerait par une exécution immédiate. Mais si cela fonctionnait, Maximin tomberait. Le plan était aussi audacieux que simple, Gordien servirait personnellement le vin aux sénateurs, comme le voulait la coutume cérémonielle. Mais à côté de chaque coupe, il glisserait un petit parchemin préparé par Flavia. Il ne contenait pas de mots, mais des dessins et des preuves graphiques impossibles à nier. L'humiliation privée se transformerait en preuve publique. Rome verrait de ses propres yeux ce qui se cachait dans l'obscurité du palais. Pendant des semaines, ils répétèrent chaque geste. Le sourire de Gordien devait être parfait, sa soumission apparente devait sembler authentique. Chaque mouvement pendant le banquet devait dissimuler ce qui était en réalité un acte de rébellion mortelle. « Souviens-toi, lui dit Flavia la veille, tu ne sers pas du vin, tu sers la justice. » La nuit du banquet arriva, enveloppée d'une atmosphère solennelle. Le palais impérial avait été préparé avec un luxe presque divin, des tables en marbre égyptien recouvertes de vaisselle en or, des lampes à huile diffusant une lumière chaude, et des statues des grands empereurs du passé observant silencieusement la scène. C'était le cadre parfait pour une farce politique, ou pour la naissance d'une vérité impossible à cacher. Les sénateurs les plus puissants de Rome prirent place sur leurs divans, vêtus de toges brodées de pourpre, discutant d'impôts, de légions et de traités. En haut de la salle, Maximien présidait la cérémonie comme un marionnettiste satisfait, un sourire triomphant aux lèvres, croyant contrôler chaque mouvement de la soirée. À ses côtés, Gordien attendait le moment convenu, vêtu de tunique de soie choisie par son oncle, le faisant paraître plus ornement qu'empereur. Mais au fond de lui, le jeune homme n'était plus une victime. Cette nuit serait son coup. Le protocole exigeait que l'empereur serve personnellement le vin à chaque sénateur. Ainsi, avec des mouvements calculés, Gordien parcourut la salle. Il versait le vin des meilleures vignes de Gaule, mais en même temps, avec la même naturelle, déposait discrètement de petits parchemins à côté des coupes. Personne ne se doutait de rien. C'était un geste presque invisible, une goutte d'encre dans un océan de rituels, jusqu'à ce qu'il commence à les ouvrir. Au début, les sénateurs crurent qu'il s'agissait de notes cérémonielles.
Mais lorsqu'ils déroulèrent les parchemins et virent les dessins, l'atmosphère changea instantanément. Les visages qui, quelques instants auparavant, montraient un calme politique se transformèrent en expressions de stupeur, d'horreur, puis d'indignation. Les preuves étaient irréfutables, représentations détaillées de blessures, de marques et d'indices ne pouvant provenir que d'un crime indescriptible contre l'empereur lui-même. Le murmure initial se transforma en un silence glacial. Un par un, les sénateurs levèrent les yeux, non vers Gordien, mais vers Maximien. C'était comme si tout le palais avait changé d'axe en un instant. Le poids de la vérité s'était abattu sur la salle comme du vin sombre tachant un banquet parfait. Maximien, confiant dans son contrôle absolu, continuait de parler des « futures gloires de Rome ». Il ne remarqua pas au début la tension croissante dans la salle. Mais lorsque le sénateur Lucius Balbus, le plus âgé et respecté du Sénat, se leva avec le parchemin à la main, la farce éclata. D'une voix grave, chargée de siècles de dignité, il déclara « Callio Julius Verus Maximinus, au nom du Sénat et du peuple de Rome, je t'accuse de trahison contre la dignité impériale. » Les mots traversèrent l'air comme une épée. À cet instant, Maximien comprit qu'il avait perdu le contrôle. Et sa réaction le trahit, au lieu de nier, il se jeta comme une bête sur Gordien, criant que l'enfant lui appartenait, qu'il était sa possession. Ce fut sa condamnation. Les sénateurs, témoins de la vérité et de sa confession implicite, se levèrent en masse. La salle du banquet se transforma en tribunal improvisé, et l'exécuteur allait agir sans délai. Le silence de la salle fut brisé par un rugissement sauvage. Maximien, trahi par son propre tempérament, se précipita sur Gordien tel un animal blessé. Il criait des obscénités, proclamant que l'empereur était à lui, sa propriété, son jouet. Chaque mot, chaque geste désespéré confirmait ce que les parchemins avaient révélé. Le marionnettiste s'était trahi devant toute Rome. Les sénateurs se levèrent à l'unisson. Certains le visage pâle d'indignation, d'autres les yeux brûlants de colère. L'autorité morale du Sénat, si souvent affaiblie par la peur et la corruption, trouva à cet instant une force renouvelée, un crime contre l'empereur était impardonnable. Rome pouvait tolérer la cupidité, la trahison politique, voire la lâcheté au combat, mais pas la profanation de la dignité sacrée d'un Auguste. Lucius Balbus, le sénateur âgé dont la voix avait résonné à travers 4 règnes différents, n'hésita pas. Avec le calme de celui qui sait que l'histoire observe, il dégaina le gladius cérémoniel qu'il portait en symbole de son rang. Ce n'était pas une arme de guerre, mais d'honneur. Pourtant, entre ses mains, il prit le poids de toute la justice romaine. Il s'avança vers Maximien, qui luttait avec Gordien, et sans hésiter enfonça l'épée dans son cœur. Le cri de Maximien s'éteignit brusquement. Son corps immense, qui avait dominé pendant des années par la violence et la manipulation, s'effondra lourdement sur le marbre du banquet, répandant une mare de sang qui tacha les nappes dorées. L'exécuteur d'un enfant était devenu la victime de la même Rome qu'il avait voulu contrôler. Pendant un instant, un silence absolu régna. Les sénateurs, les gardes et les serviteurs retenaient leur souffle. Seul Gordien, immobile, les yeux grands ouverts, semblait ne pas comprendre entièrement ce qui venait de se passer. Il avait attendu ce moment, l'avait planifié en secret pendant des années, et pourtant, voir son oppresseur mort devant lui n'apporta pas un soulagement immédiat, seulement un vide insondable. Puis, comme dicté par les dieux, l'un des sénateurs leva la voix, avec Gordianus Augustus. Et les autres suivirent. Le cri résonna contre les murs du palais comme un tonnerre, une proclamation de légitimité, une tentative désespérée de rendre au jeune empereur ce qui lui avait été volé. Le masque du pantin s'effondrait, Rome voulait à nouveau croire en son souverain. Mais sous cette acclamation, seul Gordien connaissait la vérité. Le monstre était tombé, mais les chaînes invisibles du traumatisme le liaient encore. La liberté qu'il avait tant attendue était réelle, oui, mais aussi incomplète. L'ombre de Maximien continuerait de le hanter dans son esprit bien au-delà de cette nuit. Maximin était mort. Rome avait été témoin de la chute d'un monstre, et le Sénat avait proclamé sa fidélité au jeune empereur. Mais ce que personne n'a voulu voir cette nuit-là, c'est que, bien que libéré de ses chaînes physiques, Gordien restait prisonnier de celles invisibles. Les premiers mois après l'exécution de son oncle furent un mirage de stabilité. Le peuple le vénérait comme un symbole d'espoir, les sénateurs le présentaient comme le renouveau de la dignité romaine, et les provinces le célébraient par des sacrifices et des statues. Mais derrière les murs du palais, Gordien était un adolescent marqué par des cicatrices que ni l'encens ni les discours ne pouvaient guérir. Les témoins les plus proches commencèrent à remarquer sa détérioration, de longues nuits d'insomnie,
des épisodes de pleurs inexplicables, un vide dans le regard ayant perdu l'étincelle précoce de son enfance. Le garçon qui récitait Virgile d'une voix claire parlait maintenant à voix basse. Le jeune homme qui s'entraînait avec des gladiateurs évitait désormais tout contact physique, tremblant au moindre geste inattendu. Rome avait besoin d'un leader fort, capable de rassembler des légions et d'affronter des menaces extérieures comme l'Empire perse, mais Gordian n'était plus cet enfant brillant et prometteur. Il était un survivant. Un empereur acclamé en public, mais brisé en privé. En 244 après Jésus-Christ, lors d'une campagne en Mésopotamie contre les Perses, Gordian mourut à l'âge de 19 ans. Les chroniques officielles indiquèrent qu'il tomba au combat avec honneur. Cependant, d'autres témoignages suggèrent une vérité plus tragique, le jeune homme, incapable de continuer à porter le poids de ses souvenirs, choisit de mettre fin à ses jours. Rome perdit son plus jeune empereur, et l'histoire perdit un garçon qui n'eut jamais la chance d'être simplement un enfant. L'histoire de Gordian III n'est pas seulement celle d'un empereur adolescent. C'est la preuve la plus dure de la manière dont le pouvoir absolu peut dévorer même l'âme la plus pure. Sa vie fut sacrifiée sur l'autel de l'ambition et de la corruption, démontrant que la vulnérabilité humaine ne connaît ni rang ni couronne. Pourtant, dans sa tragédie, se trouve une leçon éternelle, même dans les couloirs les plus sombres de l'histoire, la vérité trouve toujours le moyen de se révéler. Les parchemins qui dévoilèrent les abus, la voix des sénateurs qui se levèrent contre Maximin, et la mémoire d'un garçon qui lutta dans le silence nous rappellent qu'aucune oppression ne peut rester cachée pour toujours. Des siècles plus tard, nous faisons encore face à des abus de pouvoir sous différentes formes. Et l'histoire de Gordian nous interpelle, que faisons-nous face à la corruption, au silence imposé et à l'injustice déguisée en autorité? Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Donnez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous qu'un enfant devenu empereur pouvait survivre au poids du pouvoir et de la corruption? Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits cachés qui révèlent le véritable visage de l'histoire.